on ne peut s'enrichir que rapidement les amis. Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous montre un petit peu le cadre. Regardez un petit peu où on est. Allez, ces beaux palmiers. C'est très agréable d'évoluer ici. Mais c'est vrai qu'il commence à faire de plus en plus chaud. J'ai presque envie de vous envier les amis. Pour ceux d'entre vous qui êtes à Paris, pour ceux d'entre vous qui êtes dans le froid. J'ai presque envie de vous envier, mais n'abusons pas. Moi, quand il fait trop chaud ici, je mets tout simplement la climatisation à fond. Puisque, comme vous le savez, je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus. Je me contrefous de l'écologie. Alors, vidéo d'aujourd'hui, on ne peut s'enrichir que rapidement les amis. C'est un titre un petit peu provocateur. Je vous ai fait des vidéos où je vous dis faites attention aux scams, faites attention aux gens qui vous font des promesses trop alléchantes, comment dirais-je, à tous les gens qui vous vendent du rêve. Et là, je vous fais une nouvelle vidéo où je vous dis on ne peut s'enrichir que rapidement. Où est-ce que je veux en venir? Alors, je vais m'expliquer, mais si je devais en fait introduire ce concept en une phrase, je dirais que vous ne pouvez devenir riche que rapidement et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Prêtez attention à la façon dont j'ai formulé la chose. Je n'ai pas dit je vous vends une méthode pour devenir riche rapidement. Je vous ai pas dit. Je vous ai dit, vous ne pouvez devenir riche que rapidement. En réalité, c'est une contrainte. Ça veut dire que toutes les personnes qui mettent un plan sur pied, qui disent ouais, moi dans 5 ans, moi dans 10 ans, moi dans 15 ans, ça va pas fonctionner les amis. Parce que la réalité, c'est que la très très grande majorité, réalistiquement la majorité des gens qui réussissent à faire fortune, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, cette fortune elle se bâtit sur entre 2 et 5 ans. Réfléchissez, demandez-vous, si vous connaissez des gens qui ont fait fortune dans un domaine en particulier, demandez-leur et vous vous rendrez compte que la très grande majorité des cas, ce qui s'est passé, c'est que le gars il était dans une niche, d'accord, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou pas d'ailleurs, et à un moment donné, il a eu une opportunité. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt, tu appliqueras ces petits conseils. Aussitôt, tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. C'est ça qui lui a permis de décoller. Et si vous regardez bien, si on devait tracer une courbe en fait, une courbe de sa fortune, eh bien vous verriez que sa fortune en fait a sans doute brutalement augmenté sur une période de temps d'entre 2 et 5 ans. Ça ne veut pas dire que le gars il a commencé de zéro et qu'au bout de 2 ans il était millionnaire. Peut-être que le gars ça faisait 5 ans, ça faisait 10 ans qu'il était dans le domaine en question. Hein. Mais le gars il était peut-être dans le domaine en question depuis 10 ans, mais depuis 10 ans il trimait. Il avait rien, il n'était pas en train de compound, il n'était pas en train de construire un truc, il était juste là, il était là et c'est le fait d'être là-dedans qui lui a permis à un moment donné de tomber sur une opportunité qui lui a permis de décoller. Et quand le décollage a commencé, on va dire, eh bien c'est là qu'il a commencé à s'enrichir. Et après, une fois que la machine était lancée, bah là le gars il a commencé à faire fortune, commencé à scale, commencé à diversifier les activités, avoir de nouveaux contrôles, etc. Et après vous savez, en fait il y a vraiment cette étape où l'avion il est posé au sol et il avance. L'étape de décollage qui est finalement très rapide et l'étape où l'avion en fait et après il est dans les airs et il ne reste plus qu'à maintenir en fait cette vitesse de croisière, d'accord. Et je pense que cette métaphore avec les avions est vraiment pertinente parce que je pense que pour la construction d'un capital c'est exactement la même chose en fait. Vous allez rester un certain temps au sol où vous allez en fait guetter l'opportunité. À un moment donné l'opportunité arrive et là il faut envoyer à fond faut envoyer du kérosène à fond la caisse. L'avion décolle et c'est ce qui de très loin demande le plus d'énergie, soit dit en passant. Une fois qu'il est en l'air, il n'y a plus qu'à maintenir. Mais cette étape de décollage, si vous regardez bien, en fait, elle est très courte, que ce soit pour un avion ou que ce soit pour une personne qui est en train de bâtir en fait un business, qui est en train de bâtir une entreprise, qui est en train de profiter, de s'engouffrer en fait dans une opportunité. Et encore une fois, le gars peut-être qu'il était dans la niche depuis 10 ans, peut-être qu'il était dans la manutention depuis 10 ans, d'accord. Et peut-être que c'est le fait qu'il soit là depuis 10 ans, ça lui a permis de connaître un gars. Et à un moment donné, au bout de 10 ans, le gars en question lui a dit tiens, moi je connais tel mec, il a besoin de ça. Et là, le gars il a décollé. Donc peut-être que le gars il a fallu qu'il reste au sol pendant 10 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, le gars, il s'est pas dit, mettons que le gars était dans la manutention pour continuer dans cet exemple, il s'est pas dit, bah, la première année je gagne tant, la deuxième année je gagne un peu plus, la troisième année je gagne un peu plus, la quatrième année je gagne un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'augmentation de ses capitaux n'a pas été linéaire. Vous tapez sur Google fonction linéaire et vous tapez fonction exponentielle, vous allez voir 2 courbes différentes. Pour ceux qui sont pas bons en maths, vous avez juste à taper pour regarder la tête des courbes. Fonction linéaire, c'est que c'est une courbe qui monte comme ça, qui monte de façon droite, prévisible, droite, vraiment c'est très propre. Au début je gagne 1, ensuite je gagne 2, ensuite je gagne 3, ensuite je gagne 4, ensuite je gagne 5. Et il y a des gens qui peuvent essayer de s'enrichir comme ça en disant je vais essayer de gagner petit à petit. Et puis comme ça, bah, au début je gagne 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et puis dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, bah, je serai à 1 million.
Mais dans le monde réel, en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, ça fait 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 10, 20, 50, 100, 1000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une courbe exponentielle en fait. Mais le problème, c'est qu'évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a des risques. Donc cette courbe exponentielle, en fait, vous n'avez aucune garantie que vous allez un jour la toucher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, la dernière fois que j'avais vu une vidéo où je vous parlais d'un mec justement qui s'était enrichi dans lui, il exporte des matières premières. Et le gars en fait il était vendeur là-dedans à la base, il était juste vendeur, c'était un vendeur, c'était un mec qui négociait des contrats pour une autre boîte. Et en faisant cette activité de négociant mais pour une autre boîte, à un moment donné il a rencontré un mec qui lui a permis d'avoir accès à un contrat, qui lui a permis après effectivement de monter sa propre boîte. Et à ce moment-là effectivement de devenir très riche. Mais peut-être que le gars ça faisait 5 ans, ça fait 10 ans qu'il était là-dedans, je sais pas exactement. C'est pas un mec que je connais personnellement, mais je connais personnellement un mec qui le connaît personnellement. Et donc peut-être que le gars ça fait longtemps qu'il était là-dedans, peut-être que le gars était là-dedans, qu'il galérait, ou alors qu'il était juste classe moyenne. Vous voyez? Donc les années qu'il a passées là-dedans en tant que mec lambda, il n'était pas en train de construire un truc. Par contre, ces années-là lui ont été utiles dans le sens où c'est à partir de ce moment-là où c'est grâce à ces années qu'il a passées dans cette niche-là qu'il a rencontré le gars qui lui a permis de décoller. Donc en même temps, je vous dis que vous ne pouvez vous enrichir que rapidement, parce que quand vous allez devenir vraiment riche, en fait la courbe elle va augmenter brutalement. Mais en même temps, il faut guetter cette opportunité qui va vous permettre en fait d'accéder à ce décollage. Hein. Et pour guetter cette opportunité, il faut être sur le tarmac peut-être pendant des années et peut-être pendant super longtemps. Vous regardez n'importe quelle personne sincère, honnête, qui s'est enrichi dans l'entrepreneuriat, vous allez voir qu'il s'est enrichi sur une time frame entre 2 et 5 ans. Il n'y a personne qui s'est dit aujourd'hui je gagne 1000 € par mois, l'année prochaine je gagne 1500, ensuite je gagne 2000, ensuite je gagne 2500, ensuite je gagne 3000, ensuite je gagne 2500. Ça n'a jamais été comme ça. D'accord. L'entrepreneur se lance, il voit une opportunité, si ça marche, il scale, il devient riche et après effectivement, il se retrouve dans une position où il a des capitaux, où il a des réseaux, où il va pouvoir diversifier, continuer, etc. En fait, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, les amis, c'est quand j'ai commencé à réfléchir et à réaliser à quel point les choses autour de nous changent très très rapidement, que ce soit sur le plan business, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur tous les plans en fait. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'autour de nous, les choses changent extrêmement vite. Et ce sur absolument tous les plans. Par exemple, sur la question fiscale, du jour au lendemain, en fait, vous avez trouvé un business, vous avez trouvé une niche, vous vous êtes dit, ok, par exemple Airbnb. Vous mettez un appartement, 2 appartements, vous dites, ok, ça rapporte un petit peu, je vais aller doucement. Ça me fait un petit complément de revenu, j'ai pas trop envie de quitter mon taf tout de suite. Je vais continuer comme ça, et puis quand j'ai le temps, j'en mets un 3e, un 4e. Vous n'allez pas en mode bourrin, vous allez trouver un truc efficace, vous allez trouver un truc qui est rentable, vous allez trouver un truc qui est scalable, mais vous avez la flemme, vous dites, ouais, je vais aller doucement, parce que de toute façon, ça rapporte aujourd'hui, ça rapportera encore demain. Le problème, c'est que vous jouez à ça 1 an, 2 ans, quand vous rapportez, 3 ans, ça rapporte toujours. En 3 ans, vous auriez pu scale quand même, vous auriez pu avoir une 30aine d'appartements si vous êtes vraiment déterminé. Hein. Mais au bout de 3 ans, ce qui se passe, c'est qu'il y a un politicien qui passe, puis c'est un mec de la LFI, il décide de mettre une petite loi, qui va détruire tout votre château de cartes. Et je connais un mec justement qui a fait du Airbnb à Paris, qui s'est retrouvé dans cette situation. C'est un mec effectivement qui est un peu un serial entrepreneur, qui lance un peu plein de trucs. Et lui pour le coup de base il n'avait pas eu l'idée de scale, il voulait juste faire un petit complément de revenu. En fait il avait un appartement dans un immeuble, il connaissait le voisin, il a proposé au voisin de louer et après de sous-louer sur Airbnb. 1 an après, une loi est sortie, il ne pouvait plus le faire. Il a tout simplement arrêté son activité. Bon, il s'en fout parce que comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui avait pour projet de scale dès le début. Et c'est pareil pour vous d'ailleurs, c'est par exemple pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer dans Airbnb, si vous êtes sur Paris, je vous dis tout de suite, ça va être très compliqué. Parce qu'effectivement, il y a des législations extrêmement dures pour Airbnb à Paris. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. On pourra parler de la législation d'Airbnb dans une autre vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comparer le mec qui s'est dit, ok, le mec il a tenté un business, ça n'a pas marché. Un 2e, ça n'a pas marché. Un 3e, ça n'a pas marché. Un 4e, ça n'a pas marché. Il a pas un 5e business, ça marche. Il se dit, ok, ça marche. Là-dedans, je me mets à fond, je balance tout ce que j'ai. Et le mec, il scale. La première année, il scale. 3e, il scale. Il se remplit les poches, il se gave. Au bout de la 3e année, quand il y a une loi qui sort là, et qu'il peut plus faire son business, il en a rien à foutre. Il a les poches pleines. Maintenant, il peut faire autre chose. Alors que le mec qui s'est dit non, j'ai le temps, je fais un petit coup par-ci, un petit coup par-là, je vais voir venir, je vais augmenter petit à petit. Quand il y a la loi qui vient et qui lui dit non, maintenant tu peux plus faire, lui il est dans la merde. Et en fait, il a perdu, il a tout perdu finalement, parce qu'encore une fois, ne serait-ce que trouver un plan business qui marche, c'est déjà une difficulté. Trouver un product market fit, à savoir un business où il y a vraiment de la demande, où il y a vraiment une clientèle qui veut, il y a des gens qui sont prêts à acheter, où vous pouvez effectivement combiner des opérations pour générer du profit et déléguer et automatiser, ça c'est déjà suffisamment compliqué. Putain, quand vous trouvez un truc qui est comme ça, dormez pas quoi, foncez. D'ailleurs, c'est une citation de Charlie Munger. Je fais souvent des citations de Charlie Munger, vous savez, c'est le pote de Warren Buffett qui disait qu'il citait son propre père qui lui avait dit, je cite, quand tu trouves une opportunité, n'y va pas timidement comme une petite souris, bourrine à fond dedans. Attention, j'ai pas dit gaspiller de l'argent, prendre des risques inconsidérés.
Mais quand tu vois que les étoiles s'alignent, que là tu as trouvé le truc qui marche et qu'il ne te reste plus qu'à scale à fond la caisse parce que ça marche aujourd'hui, ça marchera peut-être l'année prochaine, ça marchera peut-être l'année d'après, mais il y a très fortes chances que dans 3, 4, 5 ans, ça ne marchera plus, ou bien parce que le marché aura changé, ou bien parce que la landscape, le paysage fiscal ou législatif aura changé. Donc quand vous trouvez un truc où les étoiles s'alignent, quand vous trouvez un truc où effectivement... Il y a un mec qui passe encore. Oui, c'est un mec. Quand vous trouvez un truc où ça génère du profit, où c'est rentable, bourrinez à fond, ne vous dites pas c'est bon je prends mon temps, demain je continuerai. Bourrinez à fond et gavez-vous. Voyez vraiment ça comme un chercheur d'or en fait. Vous êtes dans une mine, vous cherchez de l'or et c'est dur. Et tous les jours on y retourne et on recommence. Et là il y en a un petit peu, là il y en a pas, vous perdez du temps, vous êtes fatigué quand vous trouvez une putain de mine où il y a de l'or. Vous dites pas c'est bon je vais trouver un petit peu, je reviens demain. Ok ? Vous mettez 20 tasses de café à côté de vous et vous minez jusqu'au dernier minerai. Parce que vous ne savez pas si demain l'or il sera encore là. C'est pareil dans le business. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Comme je vous ai dit, c'est parce que j'observe effectivement autour de moi à quel point les choses changent vite. Je prends un autre exemple par exemple, qui n'a rien à voir et que sans doute vous n'avez peut-être pas connecté avec cet exemple. Mais je vous demandais simplement de rester 5 minutes pour écouter ce dont je vais parler. Je vais parler de l'école à la maison. On me dit je m'en fous, j'ai pas d'enfants, etc. L'école à la maison, c'est une façon d'éduquer ses enfants qui est radicalement différente de mettre ses enfants à l'école normale. C'est vraiment très très différent en termes de tout. Et pour la psychologie de l'enfant, c'est très différent. Toutes ces habitudes en fait sont différentes. Imaginez qu'il y a des enfants qui pendant plusieurs années ont fait l'école à la maison. Ça veut dire qu'ils sont habitués à tout un, comment dirais-je, à tout un environnement en fait. Où ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, où ils sont chez eux, où ils sont avec leurs parents, où ils apprennent à leur rythme, où il n'y a peut-être pas la pression des copains d'école, ou peut-être que effectivement généralement c'est des familles nombreuses. Il y a tout ça, d'accord? Du jour au lendemain, l'État français a fait une loi, c'était il y a quelques années maintenant. L'école à la maison, c'est plus possible. Et il y a des enfants qui ont été homeschoolés pendant 3, 4, 5 ans. Imaginez hein, les habitudes qu'ils avaient prises, la façon de... Enfin, c'est un traumatisme profond en fait. Et du jour au lendemain, on leur a dit, maintenant tu ne peux plus faire à la maison, tu vas devoir aller à l'école. C'est des enfants par exemple qui ne s'étaient peut-être jamais posé la question de savoir s'ils ont la bonne marque de chaussures. Je vous parle de ça parce que moi quand j'étais à l'école, j'ai souffert effectivement pendant certaines années de ne pas avoir la bonne marque de chaussures. D'accord? Je sais pas si c'est toujours comme ça à l'école, mais je sais que moi dans le bail où j'étais, si vous n'aviez pas la bonne marque de chaussures, c'était difficile de se faire des amis. Je vais être très clair là-dessus. Il fallait avoir la bonne marque de chaussures. Donc vous avez des gosses, ce genre de considération en fait ne leur vient même pas en tête. Plein de trucs, genre par exemple, est-ce que tu connais tel groupe de musique, machin, ça ne leur vient pas en tête. Ils écoutent juste la musique qu'ils aiment. Ils s'habillent juste comme ils veulent. Du jour au lendemain, on va les plonger dans un univers où tout à coup il va falloir se poser la question de savoir déjà de se lever tous les matins, faire un temps de trajet, s'adapter à un mode d'enseignement qui est différent, qui est moins personnalisé, être dans des classes effectivement où s'ils n'ont pas la chance dans une bonne école, dans une école privée, dans un bon endroit, où effectivement ils vont peut-être avec des élèves qui ont comment dire, un niveau intellectuel beaucoup plus faible, un niveau culturel beaucoup plus faible, qui au niveau de la gestion des émotions sont aussi moins stables, parce qu'effectivement les élèves qui sont homeschoolés sur le plan émotionnel généralement sont plus stables, parce que les familles qui font ça sont généralement un peu pas des bourgeois, mais enfin en tout cas c'est pas des clochards, etc. Bon bref, c'est une sociologie très particulière et généralement les enfants qui sont là-dedans ont un très bon niveau scolaire, une certaine maturité, etc. Vous les montez dans des écoles avec des gosses qui viennent de familles divorcées, avec de la racaille, etc. Imaginez le traumatisme profond. Le parent, malheureusement, il est face à la loi, à une machine qui lui dit maintenant c'est fini, ton gosse, tu vas le foutre dans nos écoles, point la ligne. Déjà pour moi il y a une question d'honneur en fait. Sur le plan de l'honneur en fait, c'est genre, moi je sais pas comment les parents font pour accepter en fait cette violence, c'est-à-dire cet état qui leur dit c'est nous qui allons décider de où tu mets ton enfant et de ce qu'on lui met dans le crâne. Ça pour moi c'est ultra violent déjà, c'est ultra violent. Mais en plus de ça il y a le changement en fait, il y a le traumatisme que l'enfant ressent et le parent est impuissant face à ça. Évidemment si le parent était mobile, si le parent était un entrepreneur, si le parent n'était pas lui-même dépendant d'un travail salarié où il est obligé d'être tel endroit, tel moment, de se lever tous les matins, il aurait suffi de faire ses valises.